Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur le double épisode d'ouverture de la saison 5 de Vikings, ou Vikings si vous préférez. Et oui, je sais bien, enfin des analyses de cette magnifique série, j'espère que la plupart d'entre vous êtes très contents. Et puis évidemment, il faut être à jour des épisodes avant de vous lancer dans le visionnage de cette vidéo, les épisodes de la saison 4, et donc le double premier épisode de la saison 5. Et cette saison 5, justement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a de sacrés défis à relever pour nous convaincre. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument souligner la grande qualité visuelle de cette série. Les plans magnifiques se succèdent, c'est un régal pour les yeux. Par rapport à d'autres séries, c'est même un soulagement. Tout participe à cette beauté, que ce soit les décors naturels, il suffit de penser au périple de Floki notamment, ou encore les décors et les costumes. Un autre élément m'a rapidement marqué dans cette série, il s'agit de sa musique, et notamment de nombreux morceaux du groupe Wardruna, qui cultive les croyances nordiques, et qui réussit à restituer avec beaucoup d'intensité tout l'esprit de cette époque. Bon, trêve de bavardage, il est temps de foncer dans le tas en mode berserker. Quand je parlais de défis à relever pour cette saison 5, vous avez bien compris que je faisais référence à la mort de Ragnar Lodbrok. Il était le cœur battant de Viking jusqu'à présent, et le fait de le tuer était vraiment très courageux, à l'image de cette série sans concession. Ragnar devait bien sûr beaucoup à son écriture, mais aussi énormément à son interprète, Travis Fimmel, totalement génial. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot tellement il a su y apporter d'intensité instinctive, comme on en voit rarement, que ce soit sur grand ou petit écran. Sa mort, la terrible fosse au serpent, a donc été conforme à celle attribuée à ce personnage qui oscille entre histoire et légende. Je vous rassure, je ne m'étendrai pas trop sur le lien entre cette série et la véracité historique, tant qu'on peut la définir en tout cas, mais pour vous remettre dans le contexte, je vous recommande une excellente vidéo de l'Histoire par les cartes qu'il a faite en duo avec Nota Bene. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et je l'ai aussi mise dans la nouvelle section communauté de la chaîne. Pour résumer grossièrement et rapidement le lien entre la série et l'histoire, eh bien la série a tendance à fusionner plusieurs personnages historiques en un seul personnage de la série et aussi à rassembler des faits sur une chronologie plus restreinte. Le plus important, c'est la capacité qu'a la série à évoquer une vision du monde, un esprit viking, et oui, j'utiliserai ce mot par commodité, viking, même si je sais qu'il ne désigne qu'une petite portion du peuple scandinave de l'époque, justement ceux qui partaient en expédition vers l'extérieur. Mais il est grand temps de revenir au scénario avec une fin de saison 4 qui nous a non seulement fait perdre Ragnar Lodbrok en personne, mais aussi le roi Egbert qui faisait clairement partie de mes personnages favoris. On peut d'ailleurs tracer un parallèle assez intéressant entre ces deux personnages qui parviennent à remporter une victoire alors qu'ils sont déjà en partance pour l'au-delà. D'un côté, on a Ragnar qui est justement venu mourir pour motiver ses fils à conquérir les royaumes anglais et qui parvient à résister à toutes les tortures du roi Aelle et à lancer sa propre légende. De l'autre côté, Egbert parvient à arnaquer les fils de Ragnar en leur signant un titre de propriété sans aucune valeur tout en choisissant sa propre façon de mourir. Aucun doute là-dessus pour moi, Ragnar et Egbert étaient des figures emblématiques, magnifiques de cette série, ils étaient tous les deux merveilleusement interprétés en plus, mais cette saison 5 parvient à nous emporter au-delà de leur disparition. Mais pour assurer la transition, heureusement il nous reste certains des personnages phares de l'ancienne génération, avec notamment les excellents Lagertha, Floki, sans oublier Rollo qu'on reverra bel et bien dans cette saison 5. On notera d'ailleurs que Lagertha n'accuse pas à l'écran le passage du temps, contrairement à Ragnar. C'est un peu troublant, mais bon, d'un autre côté, difficile de se plaindre du visage de Catherine Winnick. Si je devais résumer en quelques mots l'impression que m'a laissé ce double épisode, eh bien c'est qu'il lance cette saison 5 sous un triple signe, celui du deuil, du départ et surtout de la succession. Et quand je parle de succession, c'est surtout en tant que figure charismatique qui est capable d'unir un peuple derrière elle, ce qui est aussi bien valable pour les Saxons que pour les Vikings. Et cet enjeu est aussi bien sûr celui de la succession dans notre petit cœur qui bat, celui des téléspectateurs. Il ne s'agit pas de nous faire oublier Ragnar, c'est impossible, mais de nous prouver que la série peut continuer sans lui. Et de mon point de vue, les deux nouvelles figures qui se détachent clairement sont d'un côté Ivar le Désossé et de l'autre l'évêque Emund. Tous les deux sont à leur manière des fanatiques intenses et assoiffés de sang, incarnés par des acteurs magnétiques avec Alex Hogg Anderson et Jonathan Rhys-Meyers, qui ont chacun tendance à voler la scène dès qu'ils apparaissent à l'écran. D'ailleurs, je n'ose espérer leur rencontre à l'écran, ce serait tout simplement explosif. Je n'oublie pas évidemment Ubbe et Ivzerk, les fils de Ragnar et Aslok, ni Bjorn, son premier-né avec Lagertha. Pour ce qui est de Bjorn, concernant l'enjeu de la succession, on comprend très vite que le pouvoir ne l'intéresse pas,
D'ailleurs, il ne s'en cache pas dès la fin de la saison 4. Ce qu'on peut dire de Bjorn, c'est qu'il s'est déjà construit, il a déjà mené son propre chemin initiatique, et le pouvoir donc ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est découvrir de nouvelles contrées, et en cela on peut dire que lui et Hitserk se ressemblent pas mal. En réalité, quand on y réfléchit bien, c'est comme si Ragnar avait légué un des traits saillants de sa personnalité complexe à chacun de ses fils. À Bjorn, la soif de voyage et de curiosité des autres peuples, à Ubbe, une forme d'empathie et de volonté d'installer des colonies durables sans mener une guerre perpétuelle, à Hitserk, l'insouciance guerrière, et enfin à Ivar, la soif impitoyable de pouvoir, de victoire et le génie stratégique qui va avec. Toutefois, quand on parle de succession, il ne faut surtout pas oublier Lagertha, qui est très bien placée et qu'on retrouve reine de Kattegat, qui est passée du statut de petit village côtier paumé à carrefour commercial fortifié. Et d'ailleurs, on peut se dire que c'est sans doute au travers de sa mère que tôt ou tard, Bjorn sera obligé de prendre position dans cette course au pouvoir. Dernier prétendant notable et pas des moindres, Harald Finehair, qui pourrait bien coiffer tout le monde au poteau. Oui, Finehair coiffé, vous voyez quoi. Outre le thème de la succession, je parlais aussi des signes du deuil et du départ qui marquaient ce début de saison 5, et je faisais là évidemment référence à la mort de Sigurd et au départ de Floki. Je reviendrai en détail sur Floki ensuite, mais pour ce qui est de Sigurd, je pense que sa mort est un choix judicieux pour ce personnage qui manquait un peu de charisme et qui a surtout eu pour fonction de venir souligner à quel point Ivar est imprévisible et dangereux. Bon, il est temps maintenant d'aller un peu plus dans le détail du déroulement de ce double premier épisode. Comme Ragnar le lui avait demandé dans sa cellule, Ivar se montre sans pitié, même si la mort de Sigurd l'affecte. Clairement, ça ne dure pas et il semble surtout ennuyé par l'animosité que cela pourrait susciter chez ses autres frères. Et quoi qu'il en soit, après le départ de Bjorn vers la Méditerranée, les Vikings ont besoin d'un stratège tel qu'Ivar. Du coup, Ubbe et Hitserk sont bien obligés d'admettre que son plan pour prendre la ville de York est bien meilleur. D'ailleurs, sans le savoir, Ivar déjoue ainsi le piège tendu par le roi Egbert au moment de sa mort. Et oui, il est évident que cet homme très rusé, le roi Egbert, avait précisément choisi de donner un territoire aux Vikings qui les mènerait vers une position d'encerclement stratégique. Chacun part donc vers son destin et on assiste à deux séparations marquantes, la première étant celle des deux frères qui étaient restés pour l'instant toujours inséparables à l'écran. Il s'agit bien sûr de Harald et Halfdan. Il est difficile de savoir exactement ce qu'Halfdan a en tête en partant avec Bjorn. Je pense qu'il est à la fois sincère en disant que sa seule envie est de voyager, partir à l'aventure et satisfaire sa soif de sang et de pillage, mais qu'il l'est aussi lorsqu'il réconforte son frère en lui disant qu'il assurera toujours ses arrières où qu'il soit. En effet, Halfdan sait parfaitement qu'Harald veut renverser Lagertha, et Bjorn de son vivant représentera toujours une grave menace pour de tels projets. J'attends donc avec impatience de voir si Halfdan tentera de se débarrasser de Bjorn pendant leurs aventures et leurs pérégrinations méditerranéennes. La seconde séparation marquante, c'est bien sûr celle de Floki et Ivar. C'est le seul moment où Ivar se permet d'exprimer sa détresse et sa solitude. On sent que Floki est le seul avec qui Ivar se sent suffisamment en confiance pour vraiment baisser sa garde. C'est une scène très importante car c'est la seule qui permet de créer un peu d'empathie avec Ivar, qui est par ailleurs très sombre et inquiétant. C'est aussi bien évidemment un moment totalement déterminant dans la vie et l'avenir de Floki. Comme il le dit, plus rien ne le retient dans ce monde, il ne sait plus vraiment qui il est, ce que les dieux attendent de lui, il a perdu sa petite fille, son meilleur ami, et finalement Helga, son seul amour. Floki s'en remet donc aux dieux et comme d'habitude, il construit un bateau à une vitesse totalement irréaliste, mais bon, on lui pardonne, c'est le meilleur constructeur de navires du monde. La scène de son départ sous la haie d'honneur de son peuple sur la rive est particulièrement émouvante, surtout pour tous ceux qui, comme moi, adorent ce personnage qui est l'un des plus mystiques de la série. En effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que Floki a toujours été un fervent croyant et défenseur du panthéon nordique, et il a été jusqu'à tuer Atlestan du fait de la menace de christianisation qu'il représentait. Mais pour aller un peu plus loin, on peut dire que Floki est en quête de sacré au sens large, qu'il l'admette ou non. En saison 4, il était fasciné par l'appel à la prière du muezzin depuis le minaret de la mosquée dans la ville attaquée par Bjorn. De même, il croyait entendre des chants chrétiens lors du sac de la ville du roi Egbert. En résumé, Floki est un homme du divin, du sacré, de la transcendance. En toute logique, il se livre au bon vouloir des dieux, autant pour se dédouaner de devoir lui-même mettre fin à sa vie, que pour se prouver qu'au final, le ciel ne l'a pas encore totalement abandonné. Et lorsque Floki jette la pierre de soleil et le cadran qu'Ivar avait glissé dans ses affaires, le plan semble nous dire que le regard des dieux est posé sur lui. Et malgré le geste de Floki qui rend le corbeau à la liberté, l'animal symbolique d'Odin et du savoir l'attend sagement sur le rivage, les dieux sont toujours là. Tiens d'ailleurs, juste au passage, si on veut un petit peu se prendre la tête et surinterpréter, on peut se demander si au final Floki est mort ou vivant. Alors à première vue, la tempête le fait s'échouer sur les côtes de l'Islande. Après avoir enfin bu et s'être réchauffé tant bien que mal, il aperçoit un volcan caractéristique. Toutefois, lorsqu'il observe la cascade, en approchant, il est convaincu de l'avoir coulé à l'envers et même d'y deviner la forme d'un dieu. Alors du coup, on peut se demander, Floki est-il vivant et en Islande, ou alors est-il mort arrivé en Asgard, le pays des As?
Et oui, si jamais la tempête l'avait tué et que tout ce que nous voyons après correspond à son voyage dans l'au-delà. Bon, j'arrête de vous charrier, je vous rassure. Personnellement, mon point de vue, c'est qu'il est vivant et que cela permet de poser les bases de l'installation des Vikings en Islande. Mais dans cette saison 5, Floki n'est pas le seul à traverser un épisode de doute métaphysique. En effet, le roi Æthelwulf se demande si la seule explication à tous les maux qui touchent son peuple et lui-même ne serait pas la colère divine. Évidemment, Judith le prend pour elle et pour ses propres péchés, mais la piété d'Æthelwulf est sincère, c'est un homme simple et direct, et il suppose que tous sont péchés et ne sont pas à la hauteur des attentes divines. Mais revenons maintenant à un autre mystique, et pas n'importe lequel, l'évêque Imund. Et pour rappel, c'est un personnage que nous avions découvert en fin de saison 4, il était alors en pleine fornication. Il faut dire que ce personnage est défini à la fois par une piété intense et par un goût certain pour la luxure. Et même si à l'époque il pouvait encore exister un certain flou sur la notion de célibat sacerdotal dans l'Église catholique, il est clair que la forme de libertinage sexuel à laquelle s'adonne l'évêque Imund aurait été très mal vue. Imund vit sa foi de façon passionnelle comme on le constate dans sa position de prière face contre terre ou surtout sa façon d'expier la faiblesse de sa chair en traversant un bosquet d'épineux qui le griffe au sang. On peut dire aussi d'Imund qu'il est un combattant émérite et de toute évidence le showrunner et scénariste créateur de la série Michael Hirst le positionne comme un précurseur de ce qui deviendra l'ordre des Templiers bien plus tard, ou encore d'un chevalier croisé, même si la première croisade n'a pas encore eu lieu. Et ce sont toutes ces caractéristiques qui rendent justement si prometteuse l'alliance de Imund avec Æthelwulf, ses troupes, et aussi Judith. Immédiatement, un respect militaire s'établit entre Imund et le roi, mais des tensions vont forcément se faire ressentir, notamment si l'évêque se révèle un meilleur stratège que le fils d'Egbert. Et puis, comme moi, vous avez dû sentir dans le regard lancé par Judith à l'évêque que la présence magnétique de ce dernier commence déjà à faire son petit effet. Ce qui est plus que certain, en tout cas, c'est qu'Imund sera un adversaire redoutable pour tous les fils de Ragnar. Mais pour poursuivre sur le thème du mysticisme et de la foi, il faut évoquer maintenant Alfred, le fils de Judith et de Athelstan. Il faut bien dire qu'Egbert avait placé de grands espoirs dans ce garçon qui avait été marqué très jeune pour un destin hors du commun lorsqu'on l'avait envoyé au Vatican en pèlerinage pour rencontrer le pape en personne. Et encore une fois, l'intuition d'Egbert était juste puisqu'Alfred échappe à la mort et au sensu supposé lui purifier le sang, et il part faire trempette et explique ensuite avoir eu une vision de son père, le moine Athelstan, qui le prévient que les armées du roi sont attendues à York pour y contrer les envahisseurs païens. Je dois souligner au passage que j'apprécie beaucoup la façon dont la série nous présente ces événements potentiellement surnaturels, en laissant toujours planer le doute quant à leur véracité, aussi bien du côté scandinave que saxon. Et oui, ce qui compte, c'est que les contemporains y croient, et au passage, on peut saluer l'interprétation, notamment celle de Judith, très intense dans ses réactions face au destin de son fils. Et quand on y réfléchit un peu, c'est vrai que le message d'Athelstan a vraiment de bonnes raisons d'être envoyé à Alfred quand on voit les atrocités commises à York par les Vikings, et notamment par Ivar. Et même avant cela, le sacrifice des 2 enfants capturés nous met forcément très mal à l'aise. C'est l'occasion de souligner l'incroyable courage qu'a cette série de mettre au centre de l'histoire des personnages qui agissent selon des valeurs morales très différentes des bases judéo-chrétiennes qu'on retrouve majoritairement représentées dans les œuvres occidentales et tout simplement dans notre société de manière générale. En effet, selon nos valeurs habituelles, les actes des Vikings, pillage, meurtre, torture, viol, sont des crimes abominables. Mais du point de vue des valeurs associées à leur culture de l'époque et à leur religion volontiers guerrière, eh bien, le jugement n'est pas forcément le même s'il faut quand même nuancer ce propos. Et oui, on se doute bien que si le raid avait été mené par Lagertha par exemple, le niveau d'horreur aurait été nettement moindre. On sent particulièrement Koube est touché par cette nonne qui lui demande de mettre fin à ses jours dans ses bras. Par contre, de l'autre côté du spectre, on a Ivar qui mutile sans aucune empathie le religieux avec l'or fondu de sa croix. Le message est on ne peut plus clair, mon peuple ne veut pas de la parole de votre Dieu unique. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, la cruauté d'Ivar est assez difficile à regarder. Pendant ce temps, à Kattegat, l'emprise de Lagertha sur le pouvoir est nettement contestée. Et il faut bien avouer que la prédiction du voyant dans l'épisode 16 de la saison 4, selon laquelle elle serait tuée par un fils de Ragnar, n'a rien pour la rassurer. Et ce n'est pas tout puisqu'arrive Harald Finehair. Le fait que celui qui veut devenir roi de Norvège ne cache rien de ses ambitions était plutôt rafraîchissant et permet d'apprécier un peu plus le personnage. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il confie à Lagertha son histoire d'amoureux éconduit. Concernant la scène de sexe, il me semblait qu'il s'agissait pour Lagertha d'affirmer sa domination, même sexuelle, sur Harald et de lui montrer qu'elle n'était pas une faible femme qu'il pouvait prendre ou protéger, c'est elle qui l'a pris au contraire. Petite critique au passage, on remarquera quand même l'incohérence concernant Torvi qu'on avait laissée quasiment morte en fin de saison 4 avec au moins 2 flèches plantées dans le corps et qu'on retrouve en pleine santé comme si de rien n'était en ce début de saison 5.
Ce qui est sûr, c'est que Lagertha a commis une erreur en sous-estimant Harald, qui ne cesse de nous surprendre avec l'enlèvement d'Astrid pour lui proposer de devenir son épouse. Une façon ingénieuse de venir miner les assises psychologiques de Lagertha en lui retirant son amante et confidente. Vous l'aurez compris, je pense à mon enthousiasme, je pense que cette saison 5 s'avère très prometteuse et qu'elle sera riche en conflits, aussi bien des conflits armés qui sont généralement très bien rendus à l'écran que des conflits personnels, et cela vaut aussi bien entre vikings et saxons qu'au cœur de chacun des deux camps. Si ce contenu vous a plu, pour m'aider à continuer à en produire pour vous, je vous invite à me soutenir sur Tipeee, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!